Alors, bonsoir à toutes et tous pour cette conférence sur l'avenir de la presse d'information au 21e siècle. Bienvenue à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. C'est un événement ce soir qui est organisé par le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval, dont la directrice Colette Brun est ici, Bernard Descoteaux qui est président du Centre d'études des médias également de l'Université Laval. Et on a deux invités très prestigieux ce soir. Ici au centre, Vincent Perrin, qui est le PDG de One Infra, qui est l'Association mondiale des éditeurs de journaux depuis octobre 2012. Il a été conseiller de presse au cabinet du ministre de la Culture et des Communications de la France de 2008 à 2012. Il a travaillé en Suisse pour le groupe Edipresse, qui comprend les titres 24 heures, La Tribune de Genève le matin, Matin Dimanche, Le Matin Bleu, Fémina Bilan. Donc, il a travaillé très longtemps dans le domaine de la presse, entre autres pour l'IFRA à Paris, à Madrid également, et il a commencé sa carrière à Libération, au Sud-Ouest, puis à la Tribune, où il a occupé diverses fonctions commerciales, donc Vincent Perrin. Et à droite, Fernando de Yarza Lopez Madrazo, bienvenue de Montréal, welcome to Montreal, qui est le président de Eneo, un groupe médiatique espagnol qui comprend entre autres les journaux gratuits 20 minutes et le Heraldo de Aragon à Saragossa. Fernando également est membre du board, du conseil d'administration, du comité exécutif du groupe Vocento. Et donc, il est dans le domaine, évidemment, des journaux depuis très longtemps. Puis Eneo, ce qui va être intéressant d'apprendre ce soir, entre autres, c'est que c'est un groupe technologique en plus d'être un groupe de presse espagnol. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence ce soir. Je pense qu'il va être intéressant. On sait qu'on connaît la crise des journaux, on sait que la crise des médias est permanente. Ça va être intéressant de voir ce soir quels sont les modèles d'affaires envisagés pour la survie des journaux, comment est-ce que ça se passe au niveau de la transformation numérique, au niveau de la monétisation des contenus, la question de la blockchain, de l'intelligence artificielle et toute la question du marketing également. Donc, Colette, je te laisse la parole. Merci, Patrick. Alors, vous connaissez tous Patrick White, qui ne s'est pas présenté lui-même, même s'il a très brillamment présenté nos invités. Donc, professeur ici à l'UQAM, à l'École des médias. Je remercie l'École des médias pour son accueil ici. C'est un événement conjoint entre le Centre d'études et l'École des médias. Donc, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est une conversation. Ce n'est pas une conférence. On avait convenu assez rapidement qu'on voulait que ce soit quelque chose de plus informel. Et comme vous êtes tous et toutes, vous avez tous et toutes des choses à dire sur l'état des journaux et plus généralement des médias d'information, je vais simplement poser quelques questions pour démarrer, mais on va vous inviter aussi à échanger avec nos invités. Donc, merci beaucoup d'être là, tous les deux. Votre présence nous donne l'occasion de réfléchir ensemble à l'avenir de la presse et des médias d'information au Québec et au Canada avec une perspective internationale. C'est quelque chose qui nous manque parfois, de voir ce qui se passe ailleurs et de voir de quoi on peut s'inspirer. On pourrait dire que les journaux, la presse écrite traditionnelle, ont été parmi les premiers, les plus durement touchés par la crise du numérique, si on peut l'appeler comme ça. Mais les défis auxquels ils sont confrontés sont ceux des médias d'information en général et même d'autres industries culturelles, on pourrait dire. J'aimerais vous entendre d'abord pour parler de l'état de cette crise. Est-ce qu'on peut dire que la crise, est-ce qu'on commence à en sortir? D'abord, merci pour votre invitation. Je suis ravi de me retrouver à Montréal avec Fernando. Simplement, moi, je ne suis pas journaliste, donc vous m'excuserez si parfois je peux choquer ou je suis peut-être un petit peu abrupt. Ça fait 30 ans que je travaille dans la presse et ça fait 30 ans que je suis passionné par la relation que les journaux et que les journalistes entretiennent avec leur audience. Même si j'ai travaillé dans différents secteurs, j'ai été publiciste, etc. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est effectivement le rôle de la presse dans la société et l'interaction que les journaux avaient avec cette société. Et au cours de mon mandat, donc ça fait maintenant 7 ans que je travaille à One Infra, il s'est passé quelque chose de fondamental, d'historique pour la presse. C'est-à-dire qu'en 2016, on a constaté, nous, au niveau international, dans les mesures que l'on fait, que pour la première fois de l'histoire de la presse, 200, 250 ans, voire peut-être plus, les revenus issus du lecteur, donc de l'audience, donc de vous, de nous, étaient plus importants que ceux perçus par de la publicité. Donc en quelque sorte, en 2016, qui fait simplement 3 ans, ou presque 4 ans,
il y a eu une rupture fondamentale. Un secteur qui vivait subventionné par la publicité, d'un seul coup, se sentait obligé ou devait être obligé de se réintéresser à son lecteur. C'est là où je dis, je suis désolé si je vais être un petit peu un brut de décoffrage, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu oublié au cours des 100 dernières années. Alors, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais dans la grande masse, l'économie de la presse, puisqu'on parle de crise, on parle aussi de crise économique, on parlera peut-être de la crise de la défiance aussi vis-à-vis du contenu et de l'information, mais la crise aujourd'hui que l'on connaît est essentiellement une crise économique. On est aujourd'hui au niveau international sur un secteur qui représente 123 milliards de dollars. Les revenus issus des lecteurs, c'est à peu près 66 milliards, et le reste, c'est des revenus publicitaires. Et tous ces revenus, c'est 85% qui sont issus de la presse imprimée. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'effectivement, si vous faites à un moment donné la relation entre le secteur économique et financé par la publicité, encore, que cette publicité aujourd'hui est captée essentiellement par des acteurs qu'on appelle les GAFAM, et on oublie aussi les Asiatiques quand on parle de ça. Plus de 70% des revenus de la presse, des revenus publicitaires locaux aux États-Unis, c'est Google et Facebook qui les captent. Donc c'est autant d'argent qui ne veut plus financer aujourd'hui le moteur de la presse traditionnelle, et donc ses créateurs, les créateurs de contenu, les journalistes, et toute la machine qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a pas qu'une rédaction, il y a des imprimeries, il y a des réseaux de distribution, c'est quand même des grosses machines industrielles. Donc il y a une chute vertigineuse quelque part des moyens économiques qui sont mis à disposition de la presse en, je dirais, une petite dizaine d'années. Et malgré ça, effectivement, il y a aujourd'hui effectivement des perspectives d'avenir, parce qu'il y a une prise de conscience. Quand je regarde les investissements qui ont été faits dans la presse au niveau mondial, et encore une fois, je suis désolé, vous m'excuserez si je généralise, mais puisque c'est un petit peu l'objectif de mon intervention, je ne peux aujourd'hui que généraliser, on pourra parler après de cas particuliers. Les investissements ont toujours été liés, en fait, encore une fois, à servir les annonceurs. C'est comme ça que la presse a fonctionné, c'est pour ça que la presse générait des marges de l'ordre de 28-30%, quand même extraordinaire. Les éditeurs de presse étaient des gens riches il y a encore 10-15 ans. Aujourd'hui, ils vendent leurs journaux. J'ai de plus en plus de familles qui vendent ces journaux. C'est pour ça que j'ai demandé à Fernando Diarza aujourd'hui de venir, parce que c'était un groupe de presse familial qui est attaché à son entreprise. Il avait beaucoup d'autres choix dans la vie. Il a décidé de continuer et de reprendre le flambeau. Et il a aussi accompagné mon changement de son entreprise dont il vous parlera. Enfin, voilà, donc voilà, 2016, il y a simplement 4 ans, une rupture fondamentale dans la mécanique qui fait vivre ce secteur, qui permet aux journalistes de continuer à faire leur métier, c'est la publicité qui, petit à petit, glisse et pas disparaît, parce qu'elle représente encore aujourd'hui énormément, heureusement, de nos revenus, mais une prise de conscience que la priorité devait être aux lecteurs. Et donc, par voie de conséquence, une réorientation des priorités des éditeurs. Et aujourd'hui, les cas qui sont des beaux cas, qui donnent espoir, sont des cas qui se sont rendus compte qu'ils arrivaient effectivement à monétiser les contenus sur le numérique. Et chaque année, ça progresse. On est sur une courbe de progression de 11%. Ça représente encore une fraction aujourd'hui des revenus du secteur. Mais c'est en progression régulière. On attend des progressions encore annuelles de 10%. Ça représente malheureusement que 10% de tous les revenus numériques. Donc la publicité représente encore beaucoup. Mais après, sans avancer dans le débat, je pense qu'il n'y a pas de voie de sortie ou d'avancement du secteur si on se repositionne, nous, en tant qu'éditeurs, dans un milieu ou dans un secteur où on va vivre de la publicité. On est dans un marché, que ce soit des grands nationaux ou des titres locaux, où on n'a plus la puissance de marché qu'on avait avant. Il faut voir aussi qu'il y a encore quelques années, et je parle hier, on avait une puissance de marché extraordinaire. On avait une puissance de marché parce qu'on était quasiment tous les seuls à pouvoir diffuser l'information, et les lecteurs n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, on n'a plus la puissance de marché, puisque les grands acteurs de plateformes technologiques nous l'ont prise, et le public a du choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on trouve une autre mécanique, un autre engin, du fuel pour faire vivre nos entreprises, pour payer nos journalistes,
pour faire en sorte qu'ils continuent à faire leur métier et le fassent mieux. Et c'est effectivement la monétisation des contenus. Et heureusement, grâce aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a toujours une opportunité, l'arrivée de ces grandes plateformes, de toute la révolution des big data, etc., ont fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de mieux servir nos lecteurs, de mieux leur faire comprendre qu'effectivement, il y a de la valeur dans le journalisme, et de les convaincre à un moment donné, parce que ça devient très subtil, très complexe, le métier de journaliste, parce que maintenant il associe d'autres fonctions. Enfin, je veux dire, le contenu reprend, je dirais, du poil de la bête. Fernando, just to continue on this topic, I would like to hear about NAO, and are you winning the fight against the GAFA? And maybe share some of your wisdom from your experience that could perhaps inspire companies and newspaper companies in Quebec. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais mon québécois, c'est catastrophique. I was living in Canada, but it was 30 years ago. I have a great remember, but my québécois is a complete disaster. So thank you very much for your invitation. And yes, I belong to a company that has 125 years. I belong to the 5th generation. The 6th is coming. And I'm, you know, in Europe we have a strong debate about GAFA. And, but I think the problem is for many people, they think is the solution, the taxation to GAFA and all that. And we are not focusing in our real problems, which is GAFA, but it's not only GAFA. Because we need, and we are fighting to have clear rules, and, but we have to find sustainable models by ourselves. It's not the only solution that Google is going to pay the party or Facebook is going to pay the party. In our case, I began to work in the company in 1997, and my father decided to I thought he was going to send me to El País or to one of the big newspapers in Spain. And what he did is he gave me a van, and I spent 2 years delivering newspaper across the region. And I realized the content we were producing in the newspapers was no good because the circulation was going down, and that was in the late 90s, before internet, before the mobile. So, but we never thought about that we were not making the content that the readers want us to do. Then we have the golden years. We were making so much money, and we were not paying attention that society was changing. And then the crisis arrived, and we were anything but ready to face what was coming now. But in our case, we didn't expect that GAFA or the government was going to solve our problems, and we thought the future was about technology, about video, and about good journalism, back to the basics. And we were 200, and now we are 2,000 people in the company. We're making money, we're healthy, and we are doing good. And we don't expect that Google or Facebook is going to solve all our problems. We fight to, as I said, I'm also president of a European association called News Media Europe, based in Brussels, and we fight to have clear rules for everyone. It's not fair that they don't pay taxes in the countries that they have their activity. For example, if I publish something wrong, I have to pay, and some of these big players, the information is anonymous. So, but it's not the solution for all our problems. So sometimes it's a cover-up, and we have to focus on find sustainable business models for the future. Alors justement, les fameux modèles d'affaires, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des modèles, peut-être de certaines entreprises dans le monde, surtout la presse régionale ou locale, parce qu'ici au Québec, on est dans un relativement petit marché, qui pourrait, parce qu'ici on a quelques tentatives, enfin il y a une coopérative ou un regroupement de coopératives qui a été créé. Il y a le cas du journal La Presse qui est devenu récemment une entreprise, enfin une entreprise sociale. Est-ce que c'est le modèle de la philanthropie? Est-ce que c'est une piste, ou est-ce que c'est plutôt la diversification dans la technologie? Ce qui est
plusieurs solutions, j'imagine. Alors, je vais très vite, et puis après Fernando parlera de ce qu'ils ont mis en place en Espagne, mais je pense qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a pas de solution unique. C'est clair que, comme je l'indiquais au début, une nouvelle attention portée à la monétisation des contenus est un passage obligé. Vous ne pouvez pas espérer. D'abord, c'est un KPI, c'est une mesure de l'efficacité et de l'intérêt que les gens portent à vos contenus, de pouvoir au moins faire en sorte qu'ils payent ce que Donc, vous produisez. La gratuité, à votre avis, c'est une erreur? La gratuité est alors c'est pas une erreur pour tout le monde, mais encore une fois, comme je le disais, il faut que ce soit les grands quotidiens, même à l'échelle du Canada ou des États-Unis, ils n'ont plus la puissance de marché qu'ils avaient. Encore une fois, ils ne pourront pas capter un marché qui leur permettra de vivre au niveau publicitaire, au niveau de ce qu'on a, parce que c'est des subventions, c'est des subsidies, la publicité quelque part. Donc il faut les lecteurs ont du choix. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'ils trouvent une solution entre ça, et la solution, c'est effectivement de pouvoir produire mieux, de pouvoir vendre ces contenus comme n'importe quelle autre entreprise. Je ne dis pas qu'il y a des modèles gratuits qui n'existeront pas, mais dans le domaine du public, j'espère que moi je suis un fan de la télévision française, notamment de Radio France, j'écoute tous les... J'étais encore en train d'écouter France Culture avant de venir vous voir. Heureusement qu'il n'y a pas de publicité, heureusement que c'est gratuit. Mais je suis aussi un lecteur de journaux qui me demande de m'abonner, et je m'abonne, parce que je trouve que ce qu'ils produisent est intéressant, est utile dans ma vie et pour ma famille. Donc, oui, je pense que quand on est une entreprise de presse, et si on regarde à l'échelle globale, on ne peut pas éviter un jour, à un moment donné, de pouvoir entrer dans la problématique de la monétisation des contenus. Ça a des conséquences. De toute façon, inévitablement, on va réduire la taille de nos entreprises. On va peut-être produire moins de contenu, mais aussi c'est un enseignement qu'on connaît depuis 2 ans, comme quoi on est vraiment au début, à l'émergence d'une meilleure compréhension de ce que c'est que le journalisme de qualité au XXIe siècle. Les cas d'entreprises de presse qui fonctionnent bien se rendent compte qu'elles produisent moins de contenu et qu'elles ont plus de lecteurs et plus de clients. Fantastique. Enfin, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer quand on est dans une situation de crise immédiate, où vous n'avez plus de cash, où il y a des licenciements. Je rappelle aussi quand même par ailleurs que si j'en crois, je crois que c'est le Pew Research aux États-Unis qui regarde un petit peu l'évolution de l'emploi journalistique aux États-Unis. Entre 2004 et 2018, on a dû perdre 46% du nombre de journalistes aux États-Unis. Donc c'est vraiment que ça peut être dramatique quand on regarde ça. Mais ça aussi, et je lisais quelques cas ce matin d'entreprises de presse dans des zones difficiles, Memphis par exemple, vous avez un journal Gannett traditionnel, etc. Et puis vous avez des anciens de Gannett qui ont créé leur entreprise numérique. Ils sont 30 dans la rédaction. Ils espèrent atteindre les chiffres noirs dans 3 ans. Et ils ont 30 000 abonnés et ça progresse de 10, 20 000 chaque année. Donc ça prouve qu'il y a des modèles alternatifs qui peuvent fonctionner. Donc ça c'est le premier point, monétisation des contenus. Je pense que c'est un devoir, c'est un passage obligé. Ça suffira pas si on veut on ne se remettra jamais au niveau qu'on connaissait avant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est clair. On n'aura plus des rédactions à 300, 400 personnes, des voitures de fonction extraordinaires, comme c'est encore le cas. Hein. Moi, j'ai des adhérents où j'étais au Portugal il n'y a pas longtemps, la rédactrice en chef me prend dans sa voiture, super body toute neuve. Je dis, moi, je ne roule pas en voiture, je prends le métro. Mais elle me dit, c'est extraordinaire, mon entreprise me paye ça, c'est pas normal. Oui, on a encore, et ils sont dans une crise totale. Ils ne savent pas quel va être le demain, on travaille avec eux parce qu'ils sont dans une situation perdue. Mais il y a encore des réflexes aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises qui ne sont plus acceptables. On se normalise, quoi, si vous voulez. Il faut qu'on se normalise sur beaucoup de points. La diversification doit être un passage aussi, un deuxième passage obligé, pour plein de raisons. Parce que effectivement, la monétisation ne suffira pas à faire vivre nos rédactions. Et il faudra, je pense, trouver des moyens c'est pour ça encore une fois, je pense que le cas d'Eneo, et il y a d'autres cas qui sont intéressants, la presse a une capacité aussi d'être un acteur technologique. Vous avez des entreprises de presse locales qui aussi investissent des territoires que les grandes entreprises technologiques ne peuvent pas investir, le marketing local. Je travaille avec un éditeur en Italie, à Genova, à Gênes, qui fait partie d'un de mes programmes. Vous avez Il Secolo qui était le grand journal traditionnel, ils ont perdu pied, ils n'avaient plus les moyens de faire fonctionner l'entreprise qui était trop coûteuse, et puis de licenciement en licenciement, ils finissent par
perdent le contrôle, ils perdent le contact avec leur lecteur. Vous avez Edinet, une petite plateforme numérique, qui maintenant est l'acteur d'information de référence de Gênes. Gênes, qui est quand même une grande capitale économique italienne, et ils arrivent à avoir du succès là où leurs acteurs traditionnels concurrents n'arrivent pas. Et ils tirent de l'argent de leurs relations avec les annonceurs locaux, et ils font du journalisme d'investigation, ils sont partout. Donc voilà, ça existe. La diversification, le marketing local, faire ce que d'autres ne peuvent pas faire, tirer en fait quelque part les fruits de la relation qu'on a avec nos lecteurs. Et puis évidemment, vous avez la tarte à la crème, évidemment, d'autres entreprises de presse qui se diversifient dans l'événementiel, font des conférences. Les annonceurs deviennent des sponsors, enfin ça revient un petit peu à la même chose. On les a changés de nom, mais enfin c'est un petit peu le même principe. Vous avez aussi, alors ça va peut-être faire bondir, mais enfin encore une fois, les meilleurs cas aujourd'hui. Ça, je pense que ça ne peut pas jouer pour toutes les entreprises de presse, qu'il faut avoir une échelle. Mais c'est clair que les entreprises de presse qui aujourd'hui fonctionnent au niveau européen, on a 2 très beaux exemples. Enfin, il y a 3 exemples dans le monde qui fonctionnent très bien. Un sud-africain, un norvégien et un allemand. Je parle de Schibsted et je parle de Springer, et d'un grand groupe de presse sud-africaine qui sont des acteurs majeurs du e-commerce dans le monde. Parce que leurs marques ont du sens. Ils ont créé des systèmes de commerce électronique, d'annonces classées, enfin les nouvelles générations d'annonces classées, qui il y a encore 15 ans représentaient jusqu'à 35%, encore une fois, des bénéfices de la presse dans le monde, ont complètement disparu. Mais ces entreprises-là ont repositionné leurs activités, ce qui fait vivre une bonne partie de grands titres de qualité en Europe. Donc le commerce électronique, effectivement, est une solution, mais ça est réservé effectivement à des acteurs qui ont des capacités de couverture qui dépassent leurs frontières naturelles. Fernando, did you follow the conversation? Yeah. Now, in our case, our experience in Spain has been very interesting for small newspapers because the access to technology is really expensive. And what we have done is consortia between the small newspapers that allowed us to access to technology that for ourselves will be impossible. So, You mean like the kind of data yeah, analysis and programmatic advertisement, data analytics, and we are, I don't know why, probably because we were rich, but why we didn't do it before, because we are not competitors, we are small newspapers across Spain, and we have to work together because now our revenues are going down over 60%, and we have to concentrate the money that we have for good local journalism. But everything around that must be shared by several players, and we have to use artificial intelligence, all the technologies that we can bring and share the bill, because we are not as rich as we used to be, and it's working pretty well. What about a consortium also for distribution? Is this what about distribution? There's a lot of, we see in surveys that people are interested in something that would be like Apple News, but not without the Apple part. That would be like a platform of local newspapers. Does that exist? Is that possible? We try to build it, but the big players, I don't know why, they don't want to play that game. But I think it would be the solution, clearly. But some Spotify for the news or something like that. But the big players in Spain, they think they can kill the small newspapers, and they are not interested. And for us, the prey is too big. We tried, but it's too big. On a eu des expériences en France, notamment initiées par les grandes plateformes telco, mobiles, notamment SFR. Il y a toujours des problèmes de gouvernance, effectivement, parce que les grands acteurs finissent par ne plus être présents ou considèrent que c'est finalement pas leur intérêt majeur de s'associer avec d'autres acteurs secondaires. Vous avez eu des cas aussi aux Pays-Bas, d'entreprises indépendantes qui ont essayé de s'étendre aux États-Unis, qui continuent à faire de l'agrégation de contenu, effectivement. Je pense qu'il y a aussi une relation à la marque. Je veux dire, quand vous êtes lecteur,
vous avez une affinité, vous avez besoin de vous sentir, de vous identifier avec le support, le titre que vous affectionnez en particulier. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, une question de gouvernance. Ça, c'est le problème des éditeurs, notamment vis-à-vis des grands acteurs qui, à un moment donné, disent oh, non, je ne sais pas pourquoi je me mettrais avec eux, parce que de toute façon, je fais très bien mon job tout seul. Et puis d'un côté, au niveau du marché, je pense que le marché n'est peut-être pas encore prêt, contrairement à de la musique. Moi, je consomme de la musique, j'achète plus d'albums, j'achète un morceau qui m'intéresse. Je n'ai pas ce genre de relation avec mon information. Je le fais au niveau professionnel. Mais sur l'information généraliste, j'aime bien avoir 2, 3 titres de référence dans lesquels j'ai une relation de confiance. Je pense que les alliances, c'est quelque chose qui effectivement émerge beaucoup sur ce qu'on appelle le back-office. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous cumulez la puissance de frappe, alors je disais que les acteurs individuels n'ont plus cette puissance de marché, ont perdu cette puissance de marché, mais si vous les agrégez, ils ont une couverture, une granularité au niveau du marché qui est exceptionnelle. Et pour peu qu'ils se mettent d'accord sur leur partage effectivement de données, là vous avez la possibilité de monter des plateformes qui permettent effectivement d'avoir une meilleure couverture du marché que n'importe quelle autre grande plateforme internationale. De qualité aussi, parce qu'il n'y a pas que l'aspect volumétrique, il y a l'aspect qualitatif, et ça c'est quelque chose que les journaux peuvent défendre encore aujourd'hui, s'ils font bien leur boulot, s'ils investissent au bon endroit, s'ils investissent dans leur contenu, dans leur rédaction. Je pense qu'ils peuvent prétendre encore à avoir une relation de qualité avec leur audience, et quand on a une relation de qualité avec une audience, je suis désolé de revenir sur quelque chose qui est voilà, très terre-à-terre, mais elle peut être monétisée et en retour, ça peut vous permettre de grandir votre journalisme. Alors, cette fameuse relation de qualité et la confiance, c'est quelque chose d'assez complexe à construire et même à définir qu'est-ce qui constitue un journalisme de qualité, qu'est-ce qui convient à un lectorat. Est-ce qu'il y a des leçons ou enfin des types ou des expériences qui pourraient nous être instructives? Il y a différentes fonctions dans le journalisme. Je veux dire, il y a des fonctions traditionnelles. La fonction traditionnelle, c'est évidemment informer sur l'évolution de la société. Bon, ça, c'est le b.a.-ba. Et encore qu'elle puisse être mise en cause aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes lecteurs ou une audience en général se détachent de ça ou disent de toute façon je trouve cette information ailleurs sur les réseaux sociaux et puis bon je parle avec mes voisins dans ma communauté et puis je sais grosso modo ce qui se passe dans le monde. Bon, ça peut se questionner, mais encore une fois c'est des comportements qui existent. L'investigation c'est quelque chose qui est propre au journalisme. C'est certainement le reportage investigation, le fait de pouvoir faire office de fourth estate, de quatrième pouvoir dans la société, elle est plus que jamais nécessaire. Et elle le restera. Donc ça, ce sont deux fonctions qui resteront fondamentales. Je pense qu'il y a des fonctions complémentaires qui sont apparues parce qu'il y a un niveau d'exigence au niveau du public sur qu'est-ce que vous faites, vous, journaliste, pour m'aider dans ma vie. Je vous lis tous les jours, je vous achète, mais finalement, est-ce que vous m'aidez à vivre mieux ma vie d'individu? Ça, c'est une chose. On est dans une société quand même très individualiste, donc c'est normal qu'on s'intéresse aux individus. Mais en tant qu'individu, comment aussi le journaliste peut m'aider à m'accomplir dans la société? Donc mes besoins basiques, ils doivent être servis par le journalisme. Je pense qu'il y a une partie du journalisme qui ne servent pas ces besoins basiques de l'individu. Le deuxième type de besoin nouveau, c'est mes besoins d'individu dans la société. Je pense qu'il y a aussi une partie du journalisme aujourd'hui qui ne répond pas à ces attentes. Puis il y a encore un degré supplémentaire et assez subtil et assez difficile à capter. C'est comment je fais en sorte d'être mieux dans ma vie personnelle, d'être mieux connecté avec mon environnement et de grandir ensemble avec ma communauté. Et je pense que sur ces trois fonctions, il y a une capacité pour un journalisme intelligent de reconquérir une relation de confiance. Alors elle est risquée, parce que ça veut dire que vous allez prendre parti. Et ça, c'est quelque chose que le journaliste, en général, n'aime pas faire. Mais je pense que ça va être un passage obligé où j'ai un moment, pour une partie de la population des journalistes, d'avoir plus de parti pris dans la société, parce qu'on est dans une société où on est dans une société d'échange et de communication. On n'est plus dans un flux unilatéral d'information. Il y a un retour, et ça veut dire que
les journalistes, la population des journalistes, quand on est journaliste, il va falloir qu'on prenne aussi des responsabilités. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu aussi. Ça veut dire qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le journalisme de solution, qu'est-ce que c'est le journalisme constructif. Et moi, au niveau international, quand je débat de ces sujets-là avec mes forums internationaux rédacteurs en chef, je sens qu'il y a une certaine réticence, ça ne les intéresse pas trop. Ils vont me dire, ah oui, mais c'est du bisounours, c'est du positivisme. Non, ce n'est pas du positivisme. Quand on parle de questions de confiance, je pense qu'il y a une partie de la défiance qui est liée à l'évitement de l'information. Ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent le news avoidance. Une partie de notre public, aujourd'hui, évite l'information parce qu'elle ne lui est plus utile ou qu'elle lui délivre quelque chose qui ne lui correspond pas. Je ne dis pas qu'il faut faire la part des choses. Les journalistes ne sont pas là pour servir la soupe de leur audience. C'est pour ça qu'il faut trouver une combinaison assez subtile, un algorithme journalistique où vous aurez de l'investigation, du reportage, effectivement, qui interroge les grands sujets de société, mais aussi de l'empathie vis-à-vis de son public pour essayer de comprendre quelles sont ses attentes. Et encore une fois, là, les technologies peuvent aussi être une solution intéressante pour une meilleure compréhension de ses attentes. I don't know here in Canada, but in Spain it's happening something which is that because of the digital transformation and the crisis that we had 10 years ago, most of the companies are flat broke, are owned by the banks or depend on public advertisement. So free and good journalism doesn't exist anymore. And you have, in one side, you have the social networks full of fake news, and on the other side, you have the legacy brands and the native media supported by powerful companies or public advertisement. So they cannot be really free. In our case, diversification gave, because you don't have independent journalism if your finance are not independent. Our diversification gave us journalistic independence. For example, we launched a business and finance web 3 years ago, and we were going, not against, but we were publishing really good stories, good journalism, and we are over 6 million unique users, and we will make money next year because the readers are coming to our place, and then advertisement is coming to our place. So the problem for me is that now good journalism is not in good shape because the companies are not financially healthy. J'avais simplement une remarque aussi, parce qu'il c'est toujours intéressant de prendre des cas. Évidemment, moi je suis français, donc il y a un cas qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Mediapart. Vous avez en fait une entreprise créée par un ancien rédacteur en chef du Monde, avec qui j'ai travaillé quand j'étais au Monde, qui était à l'époque, je me souviens de lui, c'était un rédacteur en chef, quoi. Puis si ça va plus au Monde, il quitte le Monde, il crée Mediapart avec un groupe d'amis. Ils sont 160 000 abonnés payants aujourd'hui dans Mediapart. Il a pris quelque part une opportunité de faire de l'investigation avec une vraie voix dans le débat médiatique français, et c'est convaincant. Et ce qu'il fait ne plaît pas à tout le monde, mais ça fonctionne bien, il a trouvé sa niche. Vous avez des titres de presse régionale en Allemagne qui aussi fonctionnent plutôt bien. Vous avez Le Monde, ils sont à 220 000 abonnés payants numériques aujourd'hui. Et Le Monde, depuis qu'ils ont... Alors, il y a une question de capital aussi. Ont été rachetés par un trio d'investisseurs, dont notamment un grand opérateur télécommunications français. Et je pense que c'est une rédaction qui a investi le plus dans les nouveaux recrutements de journalistes. Et ils ont beaucoup aussi opté sur le mobile, etc. Mais il y a des résultats. Et ils ont retrouvé quelque part un élan qu'ils avaient un petit peu perdu il y a les 10 dernières années. Vous avez des cas aussi après qui sont peut-être moins brillants, mais qui sont aussi très intéressants. Moi, je suis toujours intéressé par la question du sport. Et je pense qu'il y a beaucoup de territoires dans le domaine du sport, parce que c'est aussi un élément de cohésion sociale, le sport, qui sont réservés à des grands médias, parce qu'il faut qu'ils payent des millions de dollars pour avoir les licences de retransmission. Et puis... moi, je viens de Suisse, je travaille en Suisse, je me suis dit toujours que le sport local était quelque chose qui n'était jamais couvert.
dire non, ça ne marchera jamais, c'est très compliqué, c'est très diversifié, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez un groupe de presse qui s'appelle Les Médias en Norvège, qui, et notamment un rédacteur en chef, dans une édition locale, qui dit tiens, je vais couvrir les sports locaux avec ma petite télévision, etc. Il a fait les sports de collège, universitaire. Et aujourd'hui, c'est le premier réseau de couverture de sport étudiants. Et ils ont licencié en fait ces clubs amateurs et ça devient un de leurs moteurs en termes de génération d'audience, etc. Donc il y a, je prends un autre exemple, je ne sais pas où ils en sont aussi, Salt Lake City, je me souviens d'une conversation très intéressante. Alors là, du coup, c'était du parti pris radical, puisque c'est le journal des Mormons. Mais comme les Mormons sont attachés à la famille, le journal de Salt Lake City s'est dit bon, on va relancer la mécanique d'un journal qui était en train qui était moribond sur la problématique de la famille. Bon, je ne juge pas de l'engagement des Mormons par rapport à ça. Moi, je suis agnostique. Donc, mais ça a bien fonctionné. Et parce qu'ils ont une mission. Ils se sont engagés dans cette mission et ils sont devenus une référence et ils ont étendu leur territoire en Amérique latine. Donc voilà, il y a toujours à un moment donné qu'on ait des convictions politiques, religieuses, sociétales, journalistiques. Vous avez toujours un moyen en fait de pouvoir trouver votre public et de pouvoir après surfer sur cette audience. Alors, on va bientôt vous permettre de poser des questions, mais je vais juste en glisser une toute dernière sur la question de l'aide de l'État. Alors, au Canada, il y a un programme qui n'est pas encore actif. Enfin, les détails sont encore à être réglés, mais un programme de crédit d'impôt pour les médias d'information, les médias écrits. Ça a suscité certaines réserves, surtout au Canada anglais. Au Québec, c'est plutôt l'appui est plutôt fort à ce programme-là. Bien sûr, les réserves viennent sur la question de l'indépendance dont vous parliez. Évidemment, dans un monde idéal, un journal serait financièrement indépendant et n'aurait pas besoin de l'aide de l'État. Mais est-ce que vous pensez qu'un programme comme celui-là peut fonctionner et que les journaux peuvent rester indépendants malgré tout? Perhaps. Okay, we are living exceptional times, so maybe exceptional measures as that one can work, but you have to be independent, because if not, in my case, for example, all the public's revenues, it's less than 3% of all the revenues of the company. So I feel really free about what can I publish or what can I cannot. If that is over 30%, I don't know how it's going to work. But for example, in Spain, in the 70s, when we were going from the dictatorship to democracy, the government helped the newspapers like El País that it was being launched that time, and I think we are living exceptional times, as I said, and that can work. But you have to be clear about your independence, and because it's a red line that you cannot cross, because it's our DNA. Moi, je suis un pourri gâté, hein, puisque en tant que Français, ayant travaillé au ministère de la Culture, on a eu l'occasion de travailler sur tous ces budgets. La presse française, elle est subventionnée par l'État à hauteur de près de 11% de son chiffre d'affaires. Donc, je crois que c'est un cas extrême. Si vous creusez un petit peu, dans beaucoup de pays, en fait, vous avez beaucoup d'aides indirectes qui sont jamais publiques, jamais très très claires, mais enfin, il y a quand même toujours quelque part de la subvention. Moi, je pense que l'État a une responsabilité indéniable. Quand je reviens aux racines de notre organisation, créée en 1948, nos fondateurs, à l'époque, sortis de la guerre et sortis des années 30, où il y a eu des dérives assez importantes au niveau économique, au niveau de corruption aussi, au niveau de la presse française, ou de connivence avec certains pouvoirs politiques, la profession défendait le fait que la presse était un instrument culturel avant d'être un instrument économique. Évidemment, moi je vous ai parlé beaucoup d'économie et je gère une association à but non lucratif. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de modèle économique. Et ce n'est pas parce qu'on a un instrument culturel qu'on ne doit pas avoir un modèle économique. Donc ça, c'est la première chose. Mais je pense qu'effectivement, c'est un instrument culturel. C'est un bien public, quelque part. Beaucoup de mes éditeurs me diraient « mais tu n'as pas le droit de dire ça ». Peut-être Fernando me dirait « non, c'est scandaleux ». Mais je pense que c'est un bien pour la société.
et qu'à ce titre-là, l'État doit au moins intervenir. Alors, c'est peut-être pas toujours par des subventions, ça peut être un peu plus subtil, un peu plus utile aussi parfois. D'abord, je pense que le cadre réglementaire doit être adapté au secteur. Il y a des déséquilibres de marché aujourd'hui qui sont flagrants. On en parlait tout à l'heure avec les GAFA, il faut que ce soit réglé. Je veux dire, on ne peut pas opérer sur un marché, être concurrent et puis ne pas avoir les mêmes règles du jeu. C'est pas normal. Je pense que les questions de formation sont fondamentales aussi, et l'État a une responsabilité essentielle dans la formation. Et si j'en reviens aujourd'hui aux problèmes qui nous intéressent en termes de modèle économique, avant de trouver de la martingale, etc., c'est un problème culturel. Nos entreprises ont besoin de changer. Les compétences, les capacités, les métiers changent. Et donc ça veut dire qu'il y a un énorme besoin de formation et d'attractivité aussi du secteur. Moi, j'ai beaucoup d'adhérents qui me disent « c'est bien, on a plein de projets, mais on n'arrive pas à recruter ». Parce qu'ils n'ont pas la capacité de recruter des ingénieurs, puis que les journalistes, ils vont faire autre chose que du journalisme. Donc il y a un vrai, je pense, une responsabilité de l'État dans la structuration en fait de la formation et de l'attractivité du secteur. S'il y a des aides, moi, de mon expérience, parce qu'à un moment donné, c'est clair qu'il y aura toujours une déviance. Les grands auront toujours tendance à prendre sur les petits, parce qu'ils ont toujours un peu plus de pouvoir. Nous, en France, on a un système qui s'appelle le paritarisme, parce que, sous prétexte qu'effectivement, il faut respecter l'indépendance, les éditeurs s'assiedent autour de la table avec le gouvernement pour la répartition des aides. Je trouve ça problématique, personnellement. C'était tiré d'une bonne intention. L'État ne doit pas pouvoir nous dire où est-ce qu'il faut qu'on investisse. Enfin, s'il y a eu de résultat, c'est que les éditeurs tirent la couverture à eux plus que d'autres, et il y a eu des grands débats en France sur ces sujets-là, c'est quand même un petit peu moralement problématique. Alors, ça reste confidentiel, hein, tout ça, ce que je dis, évidemment. Les aides indirectes, à ce titre-là, sont, à mon avis, je pense, beaucoup plus neutres, peut-être évidemment moins séduisantes, moins immédiates, mais quand je parle des aides indirectes, c'est aussi un soutien à la formation continue, formation initiale. Les aides indirectes alors il y a des aides indirectes qui sont importantes d'après les éditeurs, donc les taux de TVA réduits, ça a peu de conséquences sur le budget public et ça a beaucoup de conséquences sur les modèles économiques des éditeurs, les aides à la distribution, quels qu'ils soient, et puis il y a le cadre réglementaire. Il y a, encore une fois, moi je parle d'expérience par rapport à la France. Alors, on tire à boulet rouge sur la France en disant oui, mais ils sont gâtés pourris ces éditeurs, ça les a ralentis dans leur transformation. Mais la pluralité, le respect du pluralisme, de la diversité de l'information, ça passe aussi par un cadre réglementaire. La distribution, quand on parle de la neutralité du net, elle doit exister. Il y avait une neutralité de la distribution de la presse en France. On a créé des coopératives. Vous ne pouvez pas distribuer votre journal à partir du moment où vous vous associez avec un confrère dans une entreprise commerciale. Il faut que vous créez une coopérative. C'est la loi, ça s'appelle la loi Bichet de 48. Tout le monde trouve que cette loi est complètement dépassée. Moi, je pense que le principe de cette loi est un bon principe. On devrait aussi avoir ce genre de loi en termes d'accessibilité du public à l'information. Le principe, c'était que quand vous êtes citoyen français, vous allez dans un kiosque, vous devriez trouver tout ce que vous cherchez. Donc la contrepartie, c'est que si vous êtes éditeur, vous devez être distribué sur les 30 000 points de vente français. Donc ça, c'était le vieux modèle analogique imprimé français. Pourquoi, aujourd'hui, dans le domaine numérique, on n'invente pas un système où, effectivement, le droit à l'accès à l'information doit être respecté? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit gratuite payante, je veux dire qu'il fallait acheter son journal quand même. Mais au moins, vous aviez une exposition égale de toutes les plateformes d'information professionnelles en France. Je ne vois pas pourquoi un principe dans le domaine analogique ne devrait pas être valable pour le domaine numérique. C'est très compliqué à mettre en œuvre, mais ça, c'est une responsabilité de l'État aussi. L'accès à l'information, la diversité de l'information, le pluralisme de l'information. Il faut que l'État puisse aussi contrebalancer ça. Moi, je suis aussi, même si, encore une fois, je suis complètement aligné sur notre président et sur tous nos adhérents, sur le fait qu'effectivement,
le meilleur garant de l'indépendance, de la liberté d'information, c'est l'indépendance économique, donc c'est la rentabilité du modèle. Mais il faut aussi que ça reste quand même un instrument culturel important, la presse. Et à ce titre-là, l'État a une responsabilité, je pense.